Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et nous avons enfin la chance d'avoir une experte qui pourra nous décortiquer certains aspects de l'intelligence artificielle. Mais il y a une twist. Son projet de doctorat, presque ironiquement, ne fait qu'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser les systèmes optiques tels que les verront les ordinateurs. Bienvenue au podcast Julie Buquet. Bonjour, merci de m'accueillir. Ben oui, aucun problème. Ça me fait plaisir quand j'ai entendu parler de ton projet. Ça, l'intelligence artificielle, ça faisait longtemps, comme j'ai mentionné, j'essayais d'avoir des gens qui se connaissent là-dedans. J'ai même fait un épisode moi-même tout seul sur l'intelligence artificielle, parce que j'essayais de comprendre comment ça fonctionne. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, là, les voix là, générées par l'intelligence artificielle, là, hyper Oui, oui. réalistes. C'est répliquer les voix, c'est ça. Fait que, fait que c'est génial. Fait que là, c'est fascinant quand même de jeter un coup d'œil un peu à ton historique d'éducation puis de voir un peu le parcours, je veux dire zigzagant, là, mais je sais qu'il y a je sais qu'il y a une cohérence derrière ça, mais un parcours, c'est ça qui a quand même, il y a quand même beaucoup d'étapes. C'est ça, je vois que tu as travaillé, tu as étudié en Thaïlande, en France et au Québec. Fait que là, comme point de départ, peut-être pour nous situer, puis ça va peut-être nous permettre un peu de comprendre le sujet. Tu pourrais-tu nous parler un peu de ton cheminement? C'est quoi qui t'a amené où tu es en ce moment? Bah, oui, bien sûr. Alors, donc je suis française, donc j'ai commencé mes études, en France. Je suis partie dans la voie de l'ingénierie, donc en France, c'est des écoles d'ingénieurs qu'on va faire et mon école d'ingénieur que j'ai choisie était spécialisée en optique parce que, quand j'avais 18 ans environ, j'étais un peu fascinée par tous les effets optiques, la lumière et tout ça, donc j'ai décidé de partir dans cette voie et donc petit à petit, j'ai aussi découvert une petite passion pour le code. Et donc j'ai toujours un peu essayé ensuite de zigzaguer justement pour lier un peu les deux parties, donc et l'image et la lumière avec le code. Et donc à côté de ça, j'ai aussi toujours eu beaucoup envie de voyager, de voir ce qui se passait ailleurs, de voir aussi comment on apprenait ailleurs, même sur les mêmes sujets. Et donc bah, grâce à l'école d'ingénieur, j'ai pu faire des stages à l'étranger, donc en Thaïlande par exemple, des semestres aussi en Pologne. Et à la fin des études, bah, j'ai eu la chance d'avoir un stage au Québec et depuis, bah, j'y suis restée pour le doctorat aussi, et c'est là OK. que j'ai pu découvrir vraiment l'IA. Avant, je faisais beaucoup de code et d'informatique, mais là, c'est vraiment à l'université Laval que j'ai découvert l'IA en soi. Est-ce que donc, par rapport en Thaïlande et en Pologne et en France, est-ce que l'intelligence artificielle est un peu mieux développée dans les universités du Québec ou l'Université Laval spécifiquement, ou c'était toujours présent dans ces universités-là où tu n'en as pas connaissance? Alors, de mon point de vue, c'était beaucoup plus présent au Québec et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus une synergie autour de l'intelligence artificielle au Québec. Alors après aussi, ça c'est dû aussi au fait que j'étais plutôt en Europe et en Thaïlande, ce qui fait que c'était encore moins développé. Donc c'est renforcé par le fait que ça a explosé ces dernières années. Mais même actuellement, et de mes connaissances qui sont restées en France, par exemple, qui ont fait le même parcours que moi, c'est vrai que l'IA est quand même beaucoup plus poussée au Québec. Il y a beaucoup plus d'opportunités et d'encouragement à développer l'IA ici. OK, mais c'est intéressant parce que j'arrêtais pas de dire à des collègues, puis on n'arrêtait pas de parler de ça, que, mettons, il y a comme une vingtaine d'années au Québec, il y a eu comme une grosse explosion dans le domaine de l'optique, là, tu sais, la fibre optique et tout ça. Ouais. Fait que là, c'est drôle parce que là, ce que tu dis, c'est qu'il y a un petit peu plus de spécialisation aussi dans l'intelligence artificielle. Fait que ça veut dire que tu es comme au parfait endroit pour combiner un peu les deux sujets, là. Euh, Mais c'est ça. J'ai eu de la chance, c'était un peu un hasard, mais je me suis ah retrouvée ouais? à la bonne place au bon moment. Enfin, pour l'instant, OK. ça marche bien ici. Ça l'a juste donné comme ça, tu as eu une offre de doctorat ou une offre de stage quand tu étais en Thaïlande, puis là, tu as décidé, OK, je vais aller au Québec. Non, je l'ai bien cherché l'offre. J'ai quand même, je voulais venir au Canada. J'étais bien attirée par le pays, mais plus pour découvrir le pays, on va dire. OK, ouais. Donc plus pour le côté loisir. Et ensuite, j'ai vraiment bien aimé une fois sur place. Et donc mon stage a pu se transformer en doctorat parce que je voulais rester un peu plus OK, longtemps. je comprends. Excellent, excellent. Ben, c'est ça, fait que là, on peut peut-être un peu expliquer un peu le gros du sujet. Là, c'est un sujet vraiment qui était quand même vague pour moi. Puis quand je lisais là-dessus, vu que c'est un doctorat, je pense que c'est une des premières fois qu'on n'a pas eu souvent là, des doctorats au podcast. Fait que là, j'essaie de lire la documentation, puis je t'avouerais que j'avais de la misère j'avais de la misère à comprendre beaucoup d'aspects. Là. Moi, tu sais, j'ai fait un bac en génie mécanique, fait que j'ai pas toutes les bases en optique et tout ça, mais grosso modo, là, moi, ce que je comprends de ça, puis c'est ça que je veux comme explorer avec toi,
c'est que on parle vraiment des caméras, on parle vraiment des caméras fisheye. Fait que ça, c'est les caméras qui ont un grand angle, c'est pour ceux qui ne savent pas, donc un 180° ou un 360°. Donc des caméras qui font vraiment capter beaucoup d'images. Et c'est le traitement de ces images-là pour qu'un ordinateur les comprenne. Moi, c'est comme ça que j'ai compris un peu le projet. Est-ce que je Oui, résume bien? OK. c'est plutôt pas mal. Ouais, C'est ça, c'est bien, OK. un bon résumé. C'est un bon Oui, résumé. c'est ça. Donc en fait, moi je travaille, sur comment optimiser les caméras grand angle et leurs images. Parce que, bah, comme tu l'as dit, les caméras grand angle, l'avantage, c'est que ça va capturer énormément d'informations, puisqu'on va avoir, une scène plus grande qui est imagée. Et donc pour ça, bah, on aimerait vraiment, bien s'en servir dans à peu près toutes les applications, qui demandent, un certain automatisme, que ce soit conduite autonome, robotique et cetera. Et le seul problème, bah, je sais pas si on a, enfin, si tout le monde visualise, mais une image fisheye, c'est très, très déformé. Ouais, c'est C'est comme on en a rond, c'est comme, C'est ça, et plus on est sur les bords, plus les personnes vont être, déformées et tout ça. Donc des fois, ça plaît pour un rendu un peu artistique et tout ça, mais le problème, c'est que c'est extrêmement dérangeant pour après appliquer des algorithmes, que ce soit de, vision par ordinateur classique ou d'intelligence artificielle, parce que cette déformation va venir perturber leur performance. Donc le problème, c'est que les images ont une grosse quantité d'informations, donc sont très intéressantes, mais pas adaptées pour les algorithmes actuellement. Et donc le but, c'est de travailler à, hem, optimiser ces images et donc les caméras en amont pour pouvoir améliorer les performances, des algorithmes ensuite. OK, donc on commence par les caméras, mais là, je veux juste être sûr de bien comprendre. Dans ma tête, c'est quelque chose que, mettons, les autos Google Maps, c'est-tu bien des. Je pense que c'est des caméras fisheye qu'ils doivent avoir, c'est des caméras grand angle qu'ils doivent avoir. Fait qu'est-ce que ça veut. Tu sais, ça fait longtemps que ça existe, Street View, donc ça fait longtemps que les autos Google Maps se promènent partout dans le monde puis que les gens essayent de les attraper pour apparaître dans la photo. Mais est-ce que, donc, ça veut dire que est-ce que ça veut dire que c'est une technologie donc qui aiderait, entre autres, de la reconnaissance comme ça? Ou Google Maps, eux, ils font pas vraiment de reconnaissance, fait que c'est pas vraiment, ça sert pas vraiment à grand-chose. Parce que, tu sais, on entend souvent ça, là, que pour entraîner une intelligence artificielle, on a les captchas, là, quand on Ouais. s'identifie pour dire qu'on est un humain sur un site web, c'est souvent des trucs en lien avec de l'automobile, en lien avec les routes, en lien avec des vélos, faut identifier les routes, les ponts, les piétons. Fait que ça veut dire qu'on vient vraiment. Une des premières choses que ça vient aider, des applications, c'est vraiment la conduite automobile et automatique ou intelligente. Bah, oui, clairement, sur ces images-là qu'on capture et qu'on doit annoter, pour prouver qu'on n'est pas un robot, c'est Ouais, clairement ça aide, ça va aider à annoter les données puisque, bah, heu, c'est ça principalement quand on veut faire marcher un algorithme d'intelligence artificielle, on va devoir avoir accès à beaucoup, beaucoup de données, dont on connaît l'information présente, donc combien il y a de personnes sur l'image, est-ce qu'il y a une auto, un pont et cetera comme tu l'as dit, et donc plus, les données sont annotées, plus on va pouvoir obtenir des algorithmes performants, et donc bah, Google se sert, des utilisateurs parce que c'est un travail quand même très, très long et heu et assez fastidieux et pas très intéressant non plus, donc ouais. C'est tellement drôle ça, parce qu'en plus, ça veut dire qu'ils utilisent ce qu'on détermine. C'est comme non seulement un test pour déterminer si on est humain, mais de l'autre côté de la médaille, c'est juste pour entraîner le modèle. Fait que c'est tellement ironique, puis c'est c'est ça. tellement drôle, là, tu sais. Parce que Fait- je pense qu'ils auraient ouais. des moyens un peu plus, rapides et pertinents de vérifier qu'on n'est pas des robots, donc c'est Ouais, principalement, pour j'ai déjà aider vu. les annotations. OK, c'est bon, c'est pour ça. Puis là, parenthèse, j'avais déjà vu des sites web qui faisaient juste. Tu sais, des fois, il faut juste que tu cliques, tu coches tout simplement, puis je pense qu'il fait juste analyser le mouvement de ta souris et tout ça pour déterminer si t'es un robot ou pas, là, ce qui est quand même intéressant parce qu'un robot irait directement cliquer, puis là, les humains, on fuck avec la souris. Donc, fait que là, pour un peu comprendre l'objectif premier, je reviens un peu à ce qu'on disait au début. Je comprends que, OK, là, on veut améliorer les caméras, mais tu sais, l'effet de distorsion qui est présent quand on a une caméra fisheye comme ça, on pourrait pas juste. On pourrait pas, mettons, il y aurait pas moyen de simplement la remodifier à comment elle serait au départ. Est-ce que c'est qu'on pourrait, mais que si on fait ça, on a beaucoup d'imperfections, on a beaucoup de saletés ou de trucs qui sont vraiment pas haute qualité dans l'écran? Ça serait quelque chose qui serait possible? C'est ça Alors, qu'on fait peut-être? c'est effectivement l'une des méthodes, les plus couramment utilisées, par les entreprises et les projets de recherche, c'est de corriger la distorsion. C'est-à-dire que l'image, en fait, une image grand angle, donc elle se forme sur, une sphère, c'est une portion de sphère, c'est pour ça qu'elle est déformée.
Et donc le but, c'est de reprojeter ça sur une image plane et vraiment de corriger la distorsion. Il y a beaucoup de méthodes qui fonctionnent pour ça, des méthodes qui sont en vision par ordinateur traditionnel et des méthodes qui utilisent l'IA. Mais le seul problème, c'est que de base, ça, c'est uniquement possible pour des objectifs grand angle, mais pas ultra grand angle. Parce qu'en fait, il y a les propriétés géométriques des caméras ultra grand angle qui vont imager 180 degrés, par exemple. De base, c'est géométriquement impossible de reprojeter sur une image plane 180 degrés de champ de vue. Donc, par exemple, si on va avoir une caméra qui aura 100 degrés de champ de vue, qui est du grand angle, qui peut avoir un rendu fisheye, ce sera possible de complètement corriger cette distorsion. Et dans ce cas-là, ça va peut-être être préférable de faire cette méthode-là, parce que même si on perd un peu de temps à la remodifier, on aura vraiment une image parfaite pour une IA. Et par contre, quand on va à 180 degrés de champ de vue, là, par contre, ce sera physiquement impossible. Donc, on va avoir un rendu corrigé au milieu du champ de vue, mais on va perdre tous les bords, alors que c'est justement ce qui est intéressant sur le fisheye, c'est d'avoir accès à plus d'informations. Donc, il y a quand même des méthodes qui s'en sortent bien, mais on aura toujours une perte d'informations, et donc nous, on essaie de contrebalancer en essayant d'autres méthodes. OK. Donc, puis là, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Puis c'est ça, la question, c'est le comment, tu sais. De ce que je vois, fait que là, il y avait deux étapes. C'est ça que tu as parlé. Une première étape, qui est une correction pour éliminer la distorsion en modifiant la fabrication des lentilles ou des caméras pour augmenter la clarté à certains endroits. Donc, j'imagine que c'est à ça que tu faisais référence. Donc, comment on fait cela? Donc, c'est qu'on essaie des lentilles différentes, on modifie des détecteurs des caméras. C'est quoi la modification qu'on apporte à ce niveau-là? Alors, si on veut modifier la distorsion, d'un système optique, bon, on pourra jamais l'éliminer complètement, hein, mais, la partie de correction de la distorsion, elle se fait uniquement sur la partie optique. Par exemple, la partie capteur, la distorsion, c'est une aberration qui vient du système optique, le capteur va juste la recevoir, mais il y a rien à faire de ce côté-là. Et donc ça va vraiment être le travail du concepteur optique, de corriger la distorsion. Et donc pour ce faire, les lentilles, elles sont conçues en utilisant des logiciels de conception optique. Et sur ces logiciels, le designer optique va passer son temps à changer les lentilles, changer les matériaux, changer la courbure des lentilles à l'avant, à l'arrière, changer l'assemblage. Et donc va pouvoir, grâce à ça, éliminer la distorsion. Mais c'est vraiment un travail enfin, les designers optiques, c'est presque de l'art qu'ils font. Enfin, c'est vraiment un travail d'expertise. Ils ont leurs petites recettes. Quand on leur demande comment t'as fait, c'est très dur d'avoir des informations. Et donc voilà. Mais plus on avance, plus il y a aussi des méthodes sur ces logiciels d'automatisation de ces optimisations. Donc il y a aussi beaucoup de logiciels pour dire ok, je veux éliminer la distorsion et qui vont jouer sur les paramètres des lentilles pour essayer de trouver la meilleure solution. OK, parce que ça, mettons, moi, en tant que concepteur mécanique, dans les modèles de modélisation 3D, dans les logiciels, excuse-moi, de modélisation 3D, c'est des options qui existent avec lesquelles j'aimais vraiment taponner. Donc, c'est ça, tu dis un paramètre d'objectif, tu dis, mettons que je veux de la résistance à tel endroit, c'est vraiment optimal. Puis là, modifie telle dimension. Puis là, lui, il s'amuse toute la nuit à essayer toutes les combinaisons possibles. Puis là, tout ce que tu dis, c'est que dans les logiciels optiques, c'est quelque chose à cette heure qu'on peut faire aussi de plus en plus. Donc, ça a l'air d'être un travail de moine de ce que tu dis, là, d'être un designer optique des années des lentilles, donc vraiment étape par étape, itération. On essaye ça, on regarde ce que ça donne. Fait que toi, C'est c'est-tu des ça. logiciels. C'est ça, OK. C'est-tu des logiciels avec lesquels toi, tu fais ça des fois, cette modification-là? Toi, tu es vraiment centré sur la programmation, l'intelligence artificielle et tout ça? Alors, j'en ai fait. J'ai été obligée, par mon parcours, scolaire. Ouais, Donc, OK. oui, c'est des logiciels auxquels j'ai touché, mais enfin, ça reste très important de les connaître quand on travaille sur les sujets sur lesquels je travaille. Parce qu'il faut garder en tête la manière dont sont fabriquées les optiques. Parce que moi, si j'arrive et que je leur dis: «OK, j'ai besoin de telle distorsion pour ma caméra, pour que ça marche bien sur mes codes», faut que j'ai conscience de comment on va la faire, de sur quels paramètres ça va se répercuter et que je sache ce qui est faisable ou pas. Donc moi, évidemment, j'ai touché. Je suis pas du tout une spécialiste par contre, mais je sais au moins ce qui est possible de faire, sur ces logiciels. Disclaimer. OK, disclaimer. Je ne suis pas une C'est ça, si je dis experte une sur ça. bêtise, c'est pas OK, c'est bon. On, on te prendra pas sur ton mot par rapport à ça. Donc, Donc ça, c'est. Fait que là, est-ce que c'est possible? Peut-être que c'est vraiment. J'imagine que c'est trop compliqué à expliquer sans image et sans whiteboard, mais est-ce que c'est possible d'expliquer grosso modo comment
il modifie les chemins optiques pour faire ces corrections-là, puis pour un peu faire en sorte que le champ de vue peut être lu par une intelligence artificielle. Donc, c'est-tu qu'on essaie de mettre un peu plus de détails dans le milieu ou dans les rebords pour qu'après ça, qu'on explose l'image ou quand on fait lire l'image à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse mieux la comprendre, juste par rapport à la première étape, là? Alors, quand on vient concevoir, les caméras pour qu'elles fonctionnent un peu mieux pour l'intelligence artificielle, il y a une des méthodes qui est possible, c'est donc on va venir créer ce qu'on appelle une distorsion non linéaire et c'est une distorsion qui permet de choisir une zone de l'image où on va pouvoir augmenter la résolution dans cette zone-là. Donc ça va être très bénéfique pour, l'intelligence artificielle enfin, il y a plus de pixels qui vont représenter un objet, même s'il est déformé, ça va être, l'effet va être moindre parce que la résolution va être augmentée et donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est les effets de la distorsion, venir les condenser dans d'autres zones de l'image. Donc c'est très compliqué à faire en pratique, mais l'idée reste simple, c'est OK, on va pouvoir, améliorer les performances de l'IA, mais dans une zone d'intérêt sur l'image, donc ça peut être au bord du champ de vue. Par exemple, si on pense à une, caméra de surveillance, dans un magasin ou autre, elle va être fixée au plafond généralement et en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être le bord de l'image. Au centre, elle va imager le sol et on va pas être très intéressé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir concentrer, toute la distorsion au centre de l'image pour avoir l'image avec le plus de pixels possible au bord et donc pour améliorer la résolution dans cette zone-là. Donc typiquement, ça va être ça, ça va être de jouer sur la courbe de distorsion pour concentrer dans différentes zones du champ de vue les effets un peu plus néfastes. OK, fait que là, puis là, OK, mais je comprends un peu plus. Fait qu'on vient vraiment concentrer. Fait qu'on on a tout le temps peut-être un mot à dire, ça veut dire à l'emplacement des distorsions. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient les placer à un endroit qui est un peu moins C'est ça. gossant. Puis tout le contour, là, on veut ajouter plus de détails. Donc là, puis tu as mentionné une application quand même intéressante, c'est les caméras de surveillance. Donc, on voit souvent ça, là, du footage de caméras de surveillance sur Internet, là, quand il y a des affaires, quand il y a des affaires qui arrivent, là, un vol ou, tu sais, on voit du footage de caméra, mais c'est tout le temps atrocement pas beau, là, niveau de la qualité, là. Mais on dirait que fait que là, ça veut dire que ça, c'est des caméras souvent 180 degrés ou ultra gros champ de vue, qu'on vient utiliser. C'est OK. ça. Et elles sont principalement horribles parce qu'elles doivent fonctionner 24 heures sur 24. Donc, Hmm. il y a aussi, on veut pas prendre une caméra qui demande trop de puissance et de consommation d'énergie. Ah, et Et de donc, qualité, et ouais. Ah, excuse, vas-y. c'est ça. C'est ça. Et donc, il y a souvent aussi le problème du coût. Donc, après, on va avoir un capteur avec moins de résolution. Et c'est vrai que c'est pas très pratique ensuite quand vraiment on a besoin de. Ouais, de trouver quelqu'un, là, tu sais, mais Exactement. je comprends, c'est ça, je comprends parce que ce que tu dis, c'est que on a besoin d'une bonne qualité, on a besoin de rouler 24/7, fait qu'on enregistre toutes ces données-là à quelque part. Fait que là, si tu veux tout enregistrer à haute qualité, tu te ramasses avec des données trop énormes, là, de puis tu sais, dans le temps, avant ça, je pense avant c'était avec des cassettes, là, je pense, qui enregistraient ça, fait qu'il devait y avoir plein de cassettes, qui overwritaient, éventuellement. Donc là, on peut peut-être embarquer dans l'autre côté de la médaille. Tu sais, tu nous as dit au début qu'il y avait 2 techniques pour améliorer la compréhension des ordinateurs, des caméras, à gros champ de vue. Puis là, ça, c'est vraiment ça, de ce que je comprends. Tu te concentres un peu plus là-dessus, dans ton doctorat. Donc là, tu pourrais-tu nous parler un petit peu de la méthode d'entraînement d'intelligence artificielle en général? Fait que même pas par rapport à ton projet, de ce que j'ai compris, c'est tout le temps un peu la même chose. Puis ça peut être intéressant peut-être pour les gens de l'avoir du point de vue d'une experte, là, comment on fait ça en général, parce que ça peut avoir l'air de magie noire de l'extérieur. Je pense qu'à la base, c'est quand même assez simple, me semble, de ce que j'ai compris ben, de l'extérieur. Non, mais c'est tout à fait ça. Ça paraît un peu comme une black box. Souvent, c'est mentionné, alors que finalement, c'est que des maths et c'est assez simple. Enfin, simple. Le principe de base, donc il y a plusieurs types d'entraînement, mais l'entraînement le plus utilisé et le plus évident à comprendre, c'est l'entraînement supervisé. Donc, l'entraînement supervisé, c'est qu'on va avoir un réseau de neurones et en fait, il va y avoir une phase d'entraînement pour lui apprendre à faire la tâche pour laquelle il a été conçu. Pour cet entraînement, ce qu'on va lui faire, c'est lui donner énormément de données. Donc dans mon cas, ce sera des images, mais ça peut être, plein d'autres choses suivant l'application. On va lui donner énormément d'images. Les images sont annotées et donc lui, au départ, on va lui demander, par exemple, mettons pour de la reconnaissance d'objets, souvent l'exemple le plus courant, c'est est-ce qu'il y a un chat ou un chien sur l'image? Donc il va essayer de deviner.
Au début, il va être vraiment mauvais, il va dire: «Beh non, il y en a pas», enfin, il va se tromper et donc à chaque fois, sur chaque image, on va lui dire: «Non, tu t'es trompé, il fallait répondre ça» et donc au fur et à mesure, il va apprendre ce qu'il a à détecter sur l'image et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui apprend en lui donnant la réponse, mais c'est lui qui va, faire le cheminement pour savoir ce qu'il doit trouver sur l'image pour avoir la bonne réponse et donc c'est comme ça qu'il va réussir à être entraîné et donc avec cette méthode, on se doute bien que ce qui va compter, c'est, la composition des données d'entraînement. Il faut énormément de données. Plus il y aura de données, mieux ce sera pour l'entraînement et aussi des données qui sont bien faites, c'est-à-dire qui ont beaucoup de diversité, qui prennent en compte si on veut reconnaître des chiens, il faut un maximum de races de chiens différentes, il faut pas Ouais. juste une seule race de chien. Il faut aussi penser où il y a des images qui sont prises avec différentes caméras pour pas venir, un peu trop, biaiser le réseau, donc c'est ça. Pour l'entraînement supervisé, le but, c'est vraiment on donne un maximum de données le plus divers possible et le réseau va apprendre au fur et à mesure. Donc évidemment, il y a des paramètres à optimiser, là-dedans. Et donc ça, c'est plus dans les maths, et cetera. Mais finalement, c'est plutôt itératif comme processus. On va tester des combinaisons qui vont marcher ou pas, mais le gros, c'est vraiment, les données qu'on lui donne. OK, puis dans le cas, mettons, de l'exemple des chats et des chiens, les données, ce que tu disais, c'est que c'est simplement plein d'images, genre des terras et des terras d'images de chiens puis de chats, là. C'est vraiment juste ça avec plein de champs de vue différents, plein de qualités différentes. OK. C'est ça, Fait que c'est vraiment juste ça. Fait que lui-même, il va, en essayant d'aller chercher les targets, il va s'assigner un peu des paramètres pour essayer de c'est comprendre c'est ça. quoi qui est quoi. Fait que tu as de l'espace alloué dans le réseau de neurones, tu as comme de l'espace alloué pour qu'il se laisse lui-même déterminer puis donner C'est des ça, en paramètres fait, plus tard. le réseau de neurones, il est composé de différentes couches avec dessus donc des neurones. Enfin, on appelle ça des neurones et donc dans tous ces paramètres du réseau, donc les neurones, vont avoir des poids et des valeurs qui vont varier pendant l'entraînement et c'est lui qui fait varier ces poids-là pour, obtenir la bonne réponse en fin de ligne. OK. C'est ça, OK. C'est intéressant. Ben là, c'est ça, ben je sais que dans ton cas, c'est peut-être un petit peu plus poussé, puis ça va peut-être un peu plus loin que ça. Euh, Comment est-ce que dans ton cas, de ce que j'ai compris, il y a une question de profondeur, qu'on vient appliquer un peu ce concept-là à la question de profondeur. Puis je trouve ça vraiment fascinant je pense que c'est un des objectifs que tu avais, d'essayer de faire en sorte qu'on peut déterminer la profondeur avec des caméras gros champ de vue, avec l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce que on détermine la profondeur avec une image? C'est-tu encore une fois le même principe que le chat et le chien? On donne des données, on indique c'est quoi la profondeur, on fait une genre de map de profondeur, puis on le laisse s'entraîner. Ben oui, en fait, ça paraît un peu plus, étrange parce que la profondeur, en une seule image, on a un peu du mal à savoir comment le déterminer. Mais en fait, ça va marcher exactement pareil que, pour la détection d'objets. On va donner en entrée du réseau de neurones, donc des images et en sortie, on va lui donner la même image, mais pour chaque pixel, au lieu d'avoir, une valeur de couleur, ça va être sa valeur de profondeur. Et donc il va apprendre, à estimer pixel par pixel, son la profondeur. Alors évidemment, c'est un entraînement qui est plus complexe, qui demande, beaucoup plus de temps parce qu'on se doute bien que c'est une tâche un peu plus complexe à faire de réussir à sortir pour chaque pixel l'estimation de profondeur. Et également, c'est une tâche un peu plus compliquée parce que c'est beaucoup moins facile d'annoter des images que pour la détection d'objets, comme on l'a dit, Google, par exemple, utilise les utilisateurs pour Ouais, annoter leurs images. on dirait oui ou non. Si on nous demandait d'estimer pour chaque pixel la profondeur sur l'image avant de lancer un programme, on serait un peu Ouais. plus embêté. Donc c'est des annotations qui demandent beaucoup plus d'infrastructures. Il faut souvent des caméras, équipées de lidar ou de laser Ah, OK. pour capturer les images et simultanément la vraie profondeur. On va aussi avoir on va aussi avoir des méthodes où on va capturer plusieurs images à différents champs de vue, donc pour avoir par exemple de la 3D en utilisant la stéréo ou ce genre de choses. Donc c'est un peu plus compliqué d'obtenir des données pour l'entraînement et ce qui pose parfois problème ce qui limite un peu les applications des projets et tout ce qu'on aimerait faire pendant un doctorat. Ouais, parce que clairement, tu vas pas passer ton temps à juste répondre à c'est-tu la bonne profondeur, oui ou non, pour chaque pixel, pour chaque image. Là. Ça serait comme trop long. Là. C'est ça que tu dis, comme le chat ou le chien, quand là, on vient lui dire non, c'est un chien ou non, c'est un chat. Là, dans ce cas-là, c'est qu'on veut vraiment avoir des données automatiquement déjà par défaut. Fait qu'avec là, tu as mentionné LIDAR puis d'autres technologies, donc eux, ils connaissent déjà
la profondeur. Fait que là, tu dis à l'ordinateur, essaie de deviner, puis là, après, toi, tu connais la réponse en arrière, puis là, tu viens automatiquement lui dire s'il était dans le tort ou pas. OK, fait que c'est fascinant. Fait que c'est ça. Fait que le but un peu de ça me permet un peu mieux de comprendre le but du projet. Fait que un des objectifs de détection, c'est vraiment d'avoir la profondeur. Y a-tu d'autres aspects que la profondeur que les IA aimeraient interpréter ou qu'on aimerait donner aux ordinateurs comme données de compréhension par rapport aux caméras grand angle? Alors, oui, il y en a plein. Moi, je me suis concentrée sur la profondeur parce que c'est OK, vraiment, un aspect intéressant pour toutes les applications de reconstruction 3D et cetera et aussi parce que c'est une application pixel par pixel et donc qui dépend énormément de comment on va répartir la distorsion sur l'image. Comme on va OK, vraiment c'est un chien s'il est au centre de l'image, enfin peu importe comment on va mettre la distorsion, on va le détecter, alors que là, ça va OK. vraiment impacter chaque pixel différemment. Mais évidemment pour les IA, donc tout ce qui est détection d'objets aussi, par exemple on en parlait tout à l'heure pour les applications de surveillance, pour détecter, des personnes ou des mouvements, au bord de la caméra, donc la détection de personnes ou d'objets va être, importante. La segmentation aussi de l'image, être capable de reconnaître les différents aspects d'une scène, l'arrière-plan, les objets mouvants et cetera. On a, la reconnaissance faciale aussi, même si dans ce cas-là, la reconnaissance faciale, généralement, on va moins utiliser des images grand angle, ça va être beaucoup plus de précision sur des caméras, à faible angle qui vont être centrées sur un visage. Hem, enfin, c'est ça, on a énormément enfin toutes les Ouais. et de toute façon, maintenant, il y a beaucoup de tous les systèmes utilisant l'IA essaient vraiment de combiner toutes ces applications pour, obtenir le maximum d'informations. Alors des fois, ils combinent un peu trop, il y a un peu trop d'informations, c'est Il y a pas trop. nécessaire, mais le but, c'est d'avoir un maximum de compréhension de l'image. Quand tu as parlé justement de la compréhension d'image avec. Là, tu dis des fois, c'est quoi? C'est des petites caméras. Des fois, c'est qu'on va prendre des caméras à petit champ de vue parce qu'on veut filmer, mettons, des sujets en particulier. Là, tu disais que c'est qu'on veut entraîner l'IA. C'est quoi déterminer c'est quoi qu'il y a sur l'image, en fond? C'est quoi? J'ai pas compris, on dirait, cette partie-là. Hem, Là, simplement pour certaines applications, mais donc si on veut vraiment utiliser une IA pour, de la reconnaissance faciale, logiquement, on va pas utiliser une caméra fisheye grand angle parce que ce qu'on veut, c'est vraiment, se centrer sur la tête d'une personne. Donc on n'a pas besoin d'avoir un champ de vue très étendu pour savoir tout ce qu'il y a derrière. Et donc on va préférer avoir une caméra qui a une bonne résolution, mais sur un tout petit champ de vue pour vraiment avoir la tête très bien imagée avec un bon niveau de détail. Donc il y a certaines applications où le grand angle n'est pas spécialement souhaité. Donc par exemple la reconnaissance faciale. C'est pour OK, ça que j'ai OK. beaucoup moins OK, OK. travaillé dessus. OK, OK, ouais, c'est bon, je comprends ce que tu veux dire, reconnaissance faciale, OK. C'est bon. Est-ce que ça serait possible, on avait parlé un peu au préalable, tu sais, on a parlé un petit peu tantôt aussi par rapport, là, on change un petit peu de sujet, mais on revient un peu dans, parce qu'au début, moi, je me demandais, tu sais, c'est quoi la fabrication des lentilles? Parce que là, on est comme dans le segment méthode un peu, là. Mais par rapport à la fabrication des lentilles, je sais que c'est un peu moins ton domaine, mais là, le design des lentilles en général, tu sais, on en a parlé tantôt, les logiciels utilisés. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses intéressantes à parler par rapport à ça, ou on a pas mal fait le tour? Donc, processus itératif, c'est quand même artistique. C'est quoi un Euh, peu les logiciels qu'ils utilisent? Tu sais, je connais pas vraiment ça. alors, il y a deux logiciels principaux qui sont utilisés qui s'appellent Zemax et Code5. Donc c'est vraiment il y en a quelques autres qui émergent un petit peu, mais c'est vraiment les 2 gros, logiciels de conception optique et donc c'est ça, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment des processus itératifs, donc ils vont utiliser des fonctions de mérite. On va dire, optimise-moi tel paramètre en jouant sur tel et tel, aspect de la lentille et trouve-moi donc c'est vraiment des algorithmes qui vont tourner, oui, comme tu disais, toute la nuit pour nous sortir une solution et après, ce qu'il faut savoir ce qu'on n'a peut-être pas abordé, tout à l'heure, c'était, comment on évalue qu'un système optique, il est de bonne qualité ou pas à la fin. Parce qu'il y a un peu une infinité de paramètres sur lesquels on peut optimiser et par exemple, si on optimise la distorsion, on peut vraiment la réduire au maximum, mais ça va être au détriment d'autres aspects. Parce que la qualité d'image, elle peut s'évaluer de plein de façons différentes, puisqu'évidemment, quand on a une distorsion qui vient déformer l'image, on peut considérer que c'est pas une bonne qualité d'image.
mais si on la corrige, mais que en contrepartie, l'image va être beaucoup plus floue, est-ce que c'est un manque à gagner intéressant ou donc Ça il y a vaut-tu un la peu peine? tous ces aspects d'évaluation qui sont, très complexes pour le designer optique parce qu'il va toujours devoir, évidemment, on leur demande toujours de concevoir, la caméra avec la meilleure qualité, un Ouais. minimum d'aberration et ils Ouais, doivent nous dire: «Non, c'est pas possible» et cetera et donc souvent, c'est trouver le le juste milieu qui est un peu le ballon. compliqué. C'est C'est fait que ça OK. Ah, et en vas-y, fait, excuse. souvent, en fait, là, le problème auquel on essaie de répondre nous, c'est que actuellement, les critères d'évaluation pour savoir si un design il est bon ou pas, ils sont faits sur, mesurer la quantité d'aberrations sur l'image. Donc les aberrations, ça peut être la distorsion, mais ça peut être aussi, par exemple, les aberrations chromatiques qui vont être sur certaines images. On va voir, des raies un peu rouges et vertes qui font qu'en fait, les longueurs d'onde sont pas très alignées sur le design. Enfin, il peut y avoir toutes sortes d'aberrations, un peu plus de flou à certains endroits et cetera. Donc le but, ça va être de les minimiser et en même temps de garder donc la bonne qualité d'image qui souvent est mesurée avec des métriques comme la MTF par exemple, mais on va pas On va se embarque pas lancer là-dedans. dans OK. dans les explications et en fait, ces critères-là ont été choisis uniquement pour, plaire à, pour correspondre à la vision humaine. Donc en fait, pour l'instant, un designer optique a appris à créer une caméra pour que l'image soit jolie pour un œil humain et donc c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que, bah, à présent, enfin, on devrait pas optimiser les caméras comme ça quand elles sont utilisées par des algorithmes parce que, par exemple, l'aberration chromatique dont je parlais juste avant, elle sert pour estimer la profondeur. Mmh. Ça donne une information supplémentaire à l'algorithme. Alors, c'est moche de notre point de vue sur l'image, mais ça donne de l'information. Donc si l'image, elle a pour but juste d'estimer la profondeur, on s'en fiche un peu qu'elle soit moche et donc il faudrait revoir la conception de la caméra pour améliorer les performances en utilisant ces aberrations qui sont vues comme problématiques jusqu'à maintenant. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu embraces, autrement dit, certaines de ces imperfections-là parce que ton modèle, lui, il sert de ce qu'il C'est ça, sert. Fait que, puis peut-être, exactement. puis les aberrations chromatiques, la manière que je l'avais compris, c'est qu'on parle vraiment tu l'as mentionné un petit peu, des rayons de couleurs différentes. Donc, moi, comment je l'avais déjà vu, c'est qu'à la périphérie, des fois dans les films, on en voit la périphérie vraiment de la caméra. Des fois, on voit du flou, ou on voit des couleurs un peu Ouais, bizarres. Fait que c'est vraiment de ça qu'on c'est ça. parle, là. C'est ça, parce qu'en fait, la plupart du temps, la lumière, va contenir donc toutes les longueurs d'onde, donc toutes les couleurs et à travers le passage dans la lentille, elles vont pas, les couleurs vont pas réagir toutes de la même manière. Donc souvent, c'est imperceptible à l'œil parce que les caméras sont bien optimisées, mais parfois on peut voir quand même cette différence. En fait, elles vont pas arriver sur le capteur au même endroit, les couleurs, donc ça va créer cet effet-là et c'est d'autant plus, notable au bord du champ de vue, donc au bord de l'image parce que, c'est là où il y a le plus d'aberrations. Euh, il y a une affaire que tu as mentionnée, que j'ai déjà entendue dans le passé, les fonctions de mérite dans un logiciel de conception optique. Est-ce que tu pourrais te parler un petit peu de ça, de nous expliquer un petit peu c'est quoi? On dirait que ça m'intrigue. Le mot fonction de mérite, je trouve que c'est un drôle de terme. Bah, oui, je peux essayer, sans Ben, c'est rentrer OK. trop dans les maths parce que mais en fait, c'est simplement, la fonction de mérite, c'est le logiciel de conception optique va être capable de donner un score, une note, au design optique qu'il est en train d'optimiser et donc la fonction de mérite, c'est la façon dont il va calculer ce score. Donc si on lui dit: «J'ai envie d'avoir, 0 distorsion», il va créer un score qui va vraiment augmenter avec, le niveau de distorsion, donc qui va être Hmm. proportionnel à la quantité de distorsion et donc ça va donner un score assez haut s'il y a beaucoup de distorsion et le but après, ça va être de venir diminuer ce score au fur et à mesure et donc ces fonctions de mérite, en fait, elles sont conçues pour relier, les critères, les valeurs d'évaluation, donc la distorsion à la fin et aux paramètres optiques, donc la courbure de la lentille, et cetera. OK. Donc, ça prend en compte tout le processus de la création de l'image à partir de la lentille et jusqu'à la métrique finale, donc pour après pouvoir revenir: «OK, je veux 0 distorsion, quelle va être Excellent. la lentille à OK. appliquer?» Je comprends OK, ouais, je comprends la chose, là. C'est vraiment juste une manière, c'est ça, d'avoir notre système itératif, là, dans le logiciel de conception. Excellent. Puis là, on est encore un peu dans les méthodes. Tu as mentionné, ben, je pense avoir vu ça, qu'on a vérifié l'impact des tolérances de fabrication, ou que c'est une étape qui restait à faire ou qu'on l'a fait. Est-ce que c'est une correction donc qui est intégrée au modèle? Donc, est-ce qu'encore une fois, on utilise un peu comme l'aberration chromatique, est-ce qu'on utilise les tolérances de fabrication, les imperfections dans les lentilles pour estimer la profondeur?
ou c'est juste qu'il faut que tu en prennes en compte dans le modèle pour éliminer un peu cette répétition-là random qui vient à chaque fois? Bah, c'est un peu plus, c'est ça, pour compléter les datas et les rendre un peu plus réalistes. C'est que moi, j'avais fait cette étude de tolérancement pour estimer justement quelle était la distorsion idéale pour telle ou telle situation. Et en fait, bah, au début, j'entraînais vraiment avec des distorsions parfaites en considérant, bah, cette lentille-là, elle a cette distorsion-là. Sauf que si on déploie, si j'arrive auprès de mon designer optique et que je lui dis, bah, je veux telle distorsion et qu'il l'a fait, après, si on produit la lentille, qu'on monte la caméra et qu'on teste, on va forcément avoir des petites variations, puisque, beh, la fabrication veut ça. Et donc, en fait, de simuler ces tolérances et ces petites variations et l'intégrer dans l'entraînement, ça va rendre le modèle plus robuste, à ce type de variation. Donc ce qui fait qu'après, quand on va vraiment intégrer, ces logiciels sur des caméras réelles, on n'aura pas de mauvaises surprises. Enfin moins, Hmm. en tout cas. On aura Ouais, forcément, ok. mais un peu moins. OK, c'est ça. Fait que, OK, c'est juste pour se préparer, c'est ça, à avoir ces incertitudes-là. Excellent. Excellent. Puis là, peut-être, j'avais comme plein de petites questions un peu aléatoires que je savais pas où mettre dans tout ça. Là, en particulier, il y a une affaire que je disais dans ces documents-là qui était le RMS Spot Size. Donc, là, on a un modèle d'intelligence artificielle pour entraîner le système pour identifier les liens. Puis là, il y avait, ce qui est écrit, c'est identifier les liens entre le RMS Spot Size à partir des distorsions radiales. Là, tu vas peut-être me dire qu'on s'embarque vraiment trop dans le détail, puis que peut-être que c'est comme, ça ne tente pas peut-être d'en parler, mais est-ce que c'est possible de peut-être glisser un mot sur quel est ce RMS spot size-là? Et ensuite de Ouais. ça, ben là, c'est quoi l'interaction entre les deux, entre les distorsions radiales et le RMS spot size? Puis pourquoi c'est supposé être indépendant puis que ça l'est pas vraiment? Excuse. Je te laisse aller. Oui, bien sûr. Donc le RMS Spot Size, c'est une des métriques qui est utilisée pour juger de la qualité d'image. En fait, quand on fait passer si on veut faire l'image d'un point à travers un système optique, s'il y a aucune, aberration, on va avoir un point en réponse. Sauf que à cause des aberrations, le point va se transformer en une tache, on va dire, avec une forme un peu différente suivant les aberrations. Et le RMS spot size, c'est une seule valeur, ça va correspondre à, on vient mesurer, pour chaque position de l'image, on vient mesurer la dimension de cette tâche. OK. Donc, c'est vraiment, donc plus il va être grand, logiquement, moins on est content, plus la qualité d'image elle est faible parce qu'on va avoir un effet de flou, parce qu'on a Mhm. vraiment une tâche au lieu d'un point. Et en fait, donc dans le travail dont tu parles, ce qu'on essayait de faire, c'est de savoir si c'était possible d'estimer pour un système optique, on a sa courbe de distorsion et est-ce que c'est possible de savoir quel va être, le RMS pot size qui correspond? Et donc en fait, dans la théorie des aberrations, la distorsion et le RMS pot size sont indépendants. Il ne devrait pas y avoir de corrélation entre les 2, sauf qu'en pratique, les designers optiques, quand ils font du grand angle, se rendent compte que c'est pas le cas. Et donc, mais sauf que comme c'est pas explicable par la théorie, bah, c'est un peu gênant dans le processus de conception. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un outil un peu automatique qui est basé justement, enfin, c'est les avantages de l'intelligence artificielle, c'est qu'on utilise les données d'observation. Donc il y a pas de théorie derrière, c'est l'algorithme qui choisit sa propre théorie, donc on utilise juste, bah, OK, on n'a pas la théorie n'explique pas ça, mais on le voit. Donc lui, on lui donne vraiment ce qu'on a observé pour qu'il en déduise, pour qu'il puisse en déduire. Donc c'est là où ça vient complémenter l'expertise du concepteur optique qui lui, est capable de faire 99 du travail, mais parfois il y a des petites choses comme ça qui sont un peu embêtantes que la théorie explique pas. Et donc si on peut créer un outil un peu plus automatique, qui, OK, n'explique pas ce qui se passe, mais peut le prédire, ça peut, pas mal accélérer le processus de conception. Fait qu'on lui laisse, autrement dit, ce point-là qui est supposé être parfait, mais qu'en réalité, il l'est pas et qu'on le mesure. On laisse l'intelligence artificielle un peu analyser ces données-là, qu'est-ce que ça donne pour les propriétés des caméras distordues ou des caméras grand angle, puis on lui laisse lui-même un peu déterminer l'effet de ça sur le système. C'est ça. OK. OK, ah ben c'est parfait, merci beaucoup. C'est vraiment plus simple que je m'attendais, fait que génial. C'est beaucoup de mots savants pour, pour des concepts assez simples au final. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais tu sais, en même temps, je comprends que tu sais, ces rapports-là, tu sais, c'est important que ce soit hyper rigoureux puis hyper précis parce que je sais qu'après ça, c'est assujetti à de l'analyse de d'autres gens et de vérification et tout ça.
Bah, Tu c'est sais, ça. Puis il faut pas, être trop vague non plus parce qu'après on va te dire: «Beh, je croyais que ça marchait pour ça» et en fait, c'est dans des cas précis évidemment donc ouais. Donc là, ma prochaine question, c'était par rapport aux lentilles panomorphes. Je pense que c'est un terme en anglais, je ne sais pas en français, c'est quoi? C'est peut-être la même chose en c'est français? panomorphe aussi. OK, bon, C'est panomorphe juste on aussi, met c'est le le «e» fun. à la fin, Avec mais un c'est les petit mêmes. E, OK, bon. Panomorphe, OK, je vais le mettre. Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est de quoi qu'il s'agit puis comment ça interagit dans ton projet? Oui, alors, bon, c'est normal déjà de pas trop connaître ce mot, parce qu'en fait, c'est une technologie qui a été brevetée par une compagnie, montréalaise qui s'appelle Immervision, qui sont spécialisés dans la conception de caméras à grand angle et en fait, les lentilles panomorphes, donc c'est une méthode qu'ils ont développée justement, qui, de design de caméra à grand angle qui vient optimiser la résolution dans une zone choisie de l'image. Donc en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, de pouvoir concentrer la distorsion au centre de l'image pour laisser plus de qualité d'image au bord ou inversement, etc. C'est ça une lentille panomorphe et c'est donc une technologie qui a été développée par cette compagnie OK, euh, et qui est brevetée. Donc c'est pour ça il y a que eux qui peuvent qui peuvent faire qui ça, peuvent s'en servir. C'est OK, ça. Et en fait, moi j'utilise beaucoup ces caméras parce que justement celles qui permettent le plus d'optimiser les méthodes d'IA en utilisant le grand angle. Et en fait, c'est avec cette technologie panomorphe qu'on va pouvoir rendre possible, moi, ce que je demande comme courbe de distorsion, c'est grâce à leur technologie que ça va pouvoir être rendu possible. qui est Et donc, je vraiment faite travaille, pour ça. c'est ça. Ah, excuse. Et donc, je travaille étroitement avec cette entreprise. Enfin, je travaille aussi sur d'autres projets avec eux à côté de mon doctorat. Et donc, on collabore vraiment pour eux comprendre un peu plus les nouveaux enjeux sur l'IA et comment ils devraient adapter leur méthode de design. Et moi, du coup, j'ai accès à ce savoir-faire-là sur la conception des grands angles. OK, OK, je comprends. Donc ça veut dire que c'est ça, tu as à interagir probablement souvent avec les concepteurs optiques là-bas et à la construction exacte, des chemins optiques et de tout ça là, pour ces lentilles-là. C'est ça. Finalement, là, on commence à s'approcher quand même de la conclusion de ça. Puis j'étais curieux un petit peu le statut actuel du projet, ça ressemblait à quoi? Euh, c'est ça, Ouais. où que tu en es, t'es à quel pourcentage de complétion de ton doctorat et tout ça. Alors, donc là, j'ai commencé la rédaction. Donc, enfin, on s'approche un petit peu de la fin. Et au niveau du projet en lui-même, en fait, la première étape du projet, ça avait été vraiment de montrer qu'on pouvait optimiser la distorsion des grands angles pour améliorer l'IA. Donc, c'était une preuve de concept de regarder quand je change la distorsion, j'améliore l'IA. La deuxième partie, c'était vraiment cette histoire de RMS, pot size, à prédire en fonction de la distorsion. Et là, en fait, je viens de terminer la dernière partie des expériences qui vise à vraiment créer un algorithme d'optimisation automatique des caméras. Donc en fait, c'est un peu comme si j'avais pris tous mes petits projets avant et je les ai intégrés dans une pipeline qui fait que maintenant, je peux m'en servir vraiment comme outil. C'est la transformation en un vrai outil qui fonctionne et pas juste des preuves de concept. Ouais, Et donc là, je suis sur... cette partie-là est terminée. Je suis juste en train de faire les expérimentations complémentaires pour pouvoir rédiger et publier donc un dernier papier d'expérience que je vais présenter dans une semaine maintenant à une conférence d'optique. wow. Frontier in Optics, pour Comment ceux ça que ça s'appelle? intéresse. Frontier in Frontier? Optics. Ok, je vais le Et noter. donc Frontier in Optics. FIO, c'est ça, FIO pour. Donc c'est ça, ça se passe à Tacoma. Donc je vais pouvoir présenter cette dernière partie de travail et donc ensuite ça va être vraiment de la pure rédaction et peut-être essayer de faire un travail pour rédiger quelles seraient les prochaines étapes pour si jamais quelqu'un veut reprendre ce travail après, une fois que je Ouais. serai partie. Ben c'est ça, là, c'est ça, ça doit faire quelque chose quand même après, j'imagine, 3 4 ans de travail sur ça, de enfin pouvoir commencer à synthétiser ça, de faire un outil comme complet, de le présenter, puis après ça, de faire la rédaction finale. Est-ce que. Ouais, là, c'est ça, tu as mentionné qu'après ça, là, tu serais curieuse si quelqu'un veut reprendre le projet. Y a-tu des choses un peu qui ont pas été, qui ont un peu mal été ou qui ont pas été jusqu'à où qu'on aurait aimé qu'ils soient? Puis qu'est-ce qu'on peut repasser après ça? Bah oui, de toute façon, ce serait un Comme peu de toute étrange façon. si je disais: «Non, tout a été fait et tout Ouais, s'est bien passé». Heu, parfaitement. donc évidemment, il y a plein de choses à faire autour, même de reprendre ces travaux et de les appliquer à d'autres types de caméras.
ou à d'autres types d'applications, ça peut être très intéressant. En fait, adapter les caméras pour l'IA, c'est un domaine qui vient tout juste de commencer, donc il y a énormément de projets possibles à faire. Et ensuite, donc vraiment sur mon projet en soi, on aurait du travail encore à faire pour améliorer. Donc il y a enfin, le fait d'optimiser les caméras, ça passe énormément par des modèles de simulation de la caméra. Et donc des modèles qui peuvent toujours être optimisés et rendus plus réalistes. Pour l'instant, je prends pas encore en compte tous les aspects de la conception de la caméra. Et j'aimerais bien, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc à voir si quelqu'un reprendra cet aspect après. Ou même moi plus tard pour d'autres projets, je pourrais également continuer, mais il va Ouais. falloir clôturer le doctorat quand même à un Le, moment. tu peux faire le post-doctorat avec ce même projet-là. Je sais pas si c'est quelque chose que le monde ils font d'habitude. Ils continuent leur propre Mais projet dans un post-doc ou ils font un autre. souvent, le postdoc, c'est pour vraiment continuer en carrière académique. Et je dirais que, bah après, il n'y a pas de règle. On peut totalement faire ça, mais je trouve que ce qui est intéressant dans le postdoc, c'est d'aller voir dans un autre laboratoire, idéalement dans Ouais. un autre pays ou quoi, pour vraiment voir ce qui se passe ailleurs. Et enfin, c'est beaucoup plus enrichissant. Et donc, les gens qui veulent vraiment continuer sur leur projet de doctorat, souvent, ça peut donner lieu à des créations d'entreprises, de start-up ou quoi, et de voir s'il y a un intérêt. Souvent, là, il va y avoir une facilité d'incubation parce que les universités ont des partenariats et encouragent ce type de création à la fin du doctorat. Donc, les gens qui continuent sur leur projet, ça va plutôt être dans cette optique-là. OK. J'avais pas. Fait qu'incuber, développer des preuves de concept un peu plus loin, développer des projets un peu plus C'est loin. ça, quand on voit à la fin du doc qu'il y a quand même une belle opportunité, que c'est très proche des besoins actuels, parce que des fois c'est vraiment trop de niche et trop éloigné de l'industrie. Mais quand il y a des possibilités comme ça, souvent c'est encouragé de pouvoir créer une start-up, quoi. Ouais, ça, c'est une affaire que j'imagine ça aide un peu la transition. Est-ce que souvent c'est les professeurs qui font le pont un peu entre les étudiants qui veulent aller en postdoc ou mettons en doc dans peut-être certains cas et les entreprises qui ont des besoins réels par rapport à ça? Ouais, souvent c'est les professeurs, bon, bah, de toute façon, qui ont des réseaux très, très développés. Donc ça va souvent être eux ou des associés de recherche aussi. Dans certaines universités, il y a aussi des personnes où vraiment qui ont un poste dédié à ça, à la relation entre étudiants et les autres acteurs de l'industrie, au Québec. Souvent, ça va être plus centré au Québec d'ailleurs. Mais Ouais. ça, il y a même pas mal d'universités où il y a des personnes qui ont un poste dédié pour ça, pour maintenir une bonne synergie entre l'académique et l'industrie et bah, les jeunes qui sortent diplômés de doctorat. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien c'est ça, les professeurs aient ce rôle-là aussi. Là. Ça peut être pratique, là, comme toi bientôt, qui va peut-être te chercher un emploi tu sais, dans le domaine après avoir fait le doc. Ça conclut pas mal l'épisode pour aujourd'hui. Y avait-tu des choses, Julie, que tu aimerais mentionner avant qu'on termine, des choses que tu aurais aimé parler, mais qu'on n'a pas eu la chance ou qui seraient pertinents ou ça fait pas mal de tour? Euh, Bah là, comme ça, il n'y a pas de petits points. Enfin, si, je pourrais toujours continuer pendant 2 heures, Ouais. mais je pense pas que ce soit le but. Ouais. Donc, je vois rien de majeur qu'on n'aurait pas abordé. Excellent. Parfait. Ben, c'est bien parfait pour de vrai, c'est bien correct. Je trouve qu'on a quand même fait une vraiment belle synthèse de tout ça, puis ça m'a permis moi-même de comprendre vraiment concrètement de quoi il s'agissait. Comme j'avais mentionné au début, en lisant ça, j'étais un petit peu intimidé, juste un petit peu, par tout ça. Fait que là, c'est bien que tout ça est vraiment plus clair pour moi, puis j'imagine aussi pour les auditeurs. Fait que donc ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci énormément pour ta présence, Julie, encore une fois. Donc c'était vraiment un bel Bah, épisode, je suis merci vraiment content. de m'avoir invité aussi, hein. C'est cool de pouvoir partager ces travaux et de voir que ça intéresse des gens. C'est toujours plaisant. Ouais. Ouais, de rien, ben non, ben oui, puis je te jure, tu sais, on n'a pas une auditoire de dizaines de milliers d'auditeurs, mais on a quand même une auditoire qui va écouter ça, puis qui vont être intéressés, puis qui sait là-dedans peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont. C'est ça un peu le but aussi, peut-être qu'il y a des gens en écoutant ça qui vont être inspirés ou qui vont voir une opportunité quelconque. Donc, merci aux auditeurs, surtout d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.